mis en place ce qu'on appelle le plan ORSAN. Donc c'est le plan organisation sanitaire pour afflux de patients. Et il s'agit, si vous voulez, d'une régulation territoriale de l'offre de soins à la main de l'ARS qui permet une solidarité et un flux amélioré entre les établissements de telle façon qu'on puisse complètement réguler entre les établissements publics et les établissements privés, qu'on puisse faire une bonne régulation des patients, qu'il y ait une bonne solidarité et que tout cela fonctionne le mieux possible. Que tout cela fonctionne le mieux possible, tous les établissements y sont engagés, mais nous on va essayer de soutenir le plus possible, d'apporter de l'aide le plus possible pour que cela soit fluide. Merci beaucoup. Tout ce... Est-ce qu'on peut reprendre, parce que je voudrais notamment reprendre en ce qui concerne les chiffres de manière à ce qu'on soit bien précis. Vous avez annoncé un certain nombre de données, notamment sur le nombre de cas de Covid. Vous parlez de 3400 cas, est-ce qu'on peut reprendre 3426 cas. Très bien. C'est ce qui est dans le bulletin. Vous parlez aussi d'un nombre de tests qui est fait en masse. Est-ce qu'on peut avoir un nombre de tests qui sont effectués tous les jours? À peu près tous les jours, vous en faites à peu près combien? Aujourd'hui, en moyenne, on est aux alentours de 900 tests jour. Le but étant d'atteindre, si vous voulez, de faire à peu près 4000 tests par semaine. On ne les a pas toujours, mais en tout cas, c'est le but. Vous parlez des capacités hospitalières, vous dites qu'actuellement on a 51 patients en réa. Non. Alors peut-être que je n'ai pas été très claire. Je parlais de lits, mais quand je parle des patients, je parlais pas des patients de réanimation, tout confondu. Des patients Covid et non Covid. Voilà. Pour autant, ça reste des patients. Et ça reste des patients en réanimation. Vous avez parfaitement et qui utilisent des moyens de réanimation. Voilà, alors avant, si vous voulez, au départ, les capacités du CHU et du CHBT, nous avons 35 lits. Aujourd'hui, nous sommes montés en charge et nous avons 51 lits. Qui sont occupés ou qui sont pas occupés? Qui sont occupés. Et vous avez une capacité à monter à combien? Parce que lors de la première phase de l'épidémie en Guadeloupe, je parle du mois de mars-avril, l'ARS nous avait annoncé qu'il y avait une capacité à monter à 75 voire 80 lits. Alors, est-ce que vous avez déjà atteint ce seuil? On n'a pas atteint ce seuil puisqu'on est à 51 lits. On pourrait atteindre ce seuil, effectivement, on pourrait, mais le contexte n'est pas le même parce qu'à l'époque de la première vague, nous étions en confinement et donc sur les lits non Covid, il y avait moins de pression et notamment parce qu'il y avait beaucoup moins d'accidents de la route. Voilà. Aujourd'hui, et puis il y avait des personnes qui ont attendu avant de recourir aux soins, si vous voulez. On avait moins de pression. Aujourd'hui, la vie continue. C'est différent, on n'est pas dans le même contexte. Vous pouvez monter jusqu'à ce niveau de... Oui, on peut techniquement. Si c'est humainement, vous ne pouvez pas. C'est ça. On a besoin à ce moment-là de renfort. Ou alors, il faut le dire, ou alors pourquoi on a pu le faire aussi dans la première vague, c'est parce que comme on était confinés et qu'on était en état sanitaire d'urgence, on avait déprogrammé toutes les interventions chirurgicales non urgentes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nos établissements ont lancé leur plan blanc, mais nous ne sommes pas dans un cas de déprogrammation totale comme nous l'étions préalablement. Vous estimez à combien le nombre de médecins et de renforts médicaux qui devraient intervenir? Enfin, les besoins en tout cas. Les besoins, alors tout dépend pour le nombre de lits, puisque si vous voulez, c'est à l'aune du nombre de lits. Mais là, il nous faut... je veux dire, si on veut augmenter de 8 lits, notre première étape, là, ce serait vraiment d'avoir 8 lits supplémentaires. Donc il faut une personnel médical pour armer ces lits supplémentaires? Écoutez, il faudrait au moins 2 médecins et puis au moins une vingtaine de paramédicaux. Enfin, tout confondu, mais si vous voulez, c'est pas aussi... Enfin, on peut pas le dire, c'est pas aussi simple que ça. Mais concrètement, enfin, je reviens sur le plan d'action parce que c'est ça qui est le plus important. Il y a 3 volets dans le plan d'action. Le premier volet, c'est le renforcement sanitaire justement et la capacité hospitalière. Et c'est comme l'a dit Madame Scherb, notamment la demande d'appui premièrement sur la réserve sanitaire, donc la 13e rotation avec des demandes en augmentation par rapport à ce qui avait été fait jusqu'ici. Donc ça nous permet d'avoir de la part de la métropole l'arrivée de personnel de santé, médecins et paramédicaux. Et la deuxième demande, c'est une demande d'avoir de la part du service des santé, des capacités qui vont venir aussi augmenter
les capacités de réanimation de l'hôpital. Et donc c'est pour ça qu'il y a une préfiguration qui vient demain, des gens qui viennent en reconnaissance pour voir dans quelle mesure et comment et sous quelle échéance ça pourra être fait. Voilà, on est dans cette démarche de renforcement de notre capacité du CHU, et ça c'est un des volets qui sont importants du plan d'action tel qu'on l'a présenté au Premier ministre. Le deuxième volet du plan d'action, c'est des mesures de communication et de prévention. Les mesures de communication, vous avez pu, je ne vais pas revenir dessus, vous avez pu hier avoir une présentation d'un certain nombre de communications qui sont ciblées, qui ont été organisées par l'ARS d'ailleurs, et qui sont ciblées sur la population jeune notamment, puisque ce sont eux qui sont vecteurs, qui l'ont été historiquement et qui continuent à l'être, vecteurs du virus, souvent sous des formes asymptomatiques, mais parfois aussi sous des formes symptomatiques, mais de toute façon, on sait que ce sont parmi les jeunes que le virus circule plus librement que dans les autres classes d'âge. Et puis un autre volet de la prévention et de la protection, c'est celui de la distribution de masques pour les plus vulnérables et ceux qui en ont le plus besoin, puisque nous avons débloqué un certain nombre de masques qui étaient à disposition en Guadeloupe, de manière à pouvoir les donner aux personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. On a procédé entre la fin de la semaine dernière et cette semaine à la distribution de 350 000 masques. Donc ça veut dire volontairement et massivement des masques qui étaient des masques réutilisables, que nous avons mis à disposition par le truchement des CCAS des communes, le conseil départemental et des associations qui agissent pour le compte des personnes les plus vulnérables, ces masques. Donc ça c'est le deuxième volet qui est un volet de communication et de prévention. Et puis le troisième volet, c'est le volet des mesures administratives que j'ai pu prendre, qui sont celles qui visent, comme je l'ai souvent dit et comme je l'ai rappelé vendredi dernier, qui sont celles qui visent à restreindre les événements, les activités, les rassemblements qui sont ceux pendant lesquels les gens qui y prennent part ont du mal à respecter les gestes barrières, ont du mal à respecter la distanciation et de ce fait contaminent et se contaminent. Et donc c'est vraiment l'objectif des mesures que j'ai annoncées vendredi dernier, qui était en avance de phase du plan d'action qui a été décidé par le Premier ministre et que le Premier ministre m'a demandé, et notamment qui vise à restreindre le public lors des rencontres sportives, qui vise donc à les rendre à huis clos, qui vise à restreindre et à fermer un certain nombre d'établissements recevant du public, des endroits dans lesquels on peut organiser des fêtes, des mariages, des grandes manifestations amicales ou familiales. Ça vise aussi à fermer de manière anticipée les bars et les restaurants à 22h en semaine et à minuit le week-end. Voilà, ça ce sont des mesures du plan d'action qui visent. Je l'ai dit vendredi et je le redis, concrètement on est capable aujourd'hui grâce à la cellule Riposte de savoir quelles sont les chaînes de contamination. Et l'objectif c'est vraiment de casser ces chaînes de contamination, et ces chaînes de contamination sont le plus souvent aujourd'hui dans le cadre familial ou dans le cadre amical, à l'occasion le plus souvent de retrouvailles ou de rassemblements de personnes. Et donc c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut mettre en avant, et c'est pour ça que j'ai pris ces mesures. À ce stade et aujourd'hui, comme l'a dit Madame Scherb, les taux que nous avons et la pression sur le CHU qui a augmenté ne présentent plus une augmentation forte. On l'a dit quand on a présenté les chiffres mardi, on n'est pas sur une baisse, on est sur une stagnation aujourd'hui, une stabilisation des chiffres, notamment des chiffres de positivité, qui est très fragile. Donc il faut surtout pas imaginer que c'est gagné, il faut juste conforter. C'est pour ça que j'ai dit que les 3 semaines que nous avions devant nous sont essentielles. Elles sont essentielles parce que vous savez la cinétique de la maladie, les cas que nous avons aujourd'hui sont des cas qui vont générer dans les semaines qui viennent des cas graves. Et c'est bien ça l'enjeu. Et donc aujourd'hui on a beaucoup échangé avec les élus, puisque je sors d'un comité avec les élus, un comité d'information Covid avec les élus, qui maintenant se passe toutes les semaines, donc avec les maires, avec le conseil départemental, le conseil régional et les parlementaires qui y sont présents, et nous avons beaucoup échangé sur ces sujets, et nous sommes arrivés à la conclusion que il nous semblait qu'aujourd'hui, il fallait que nous soyons en mesure de mesurer les effets des mesures qui ont été prises la semaine dernière, avant le week-end dernier, de manière à vérifier qu'à la fin de ce week-end, nous sommes toujours sur une stabilisation des chiffres, voire sur une baisse. Et c'est ça qui nous permettra de savoir s'il faut que nous allions plus loin dans les mesures ou si nous pouvons rester sur les mêmes tendances que celles que nous avons aujourd'hui. C'est important parce que, et c'est là où
il me semble important d'appeler tous nos concitoyens à une grande responsabilité. Cette grande responsabilité, elle a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est évidemment de respecter les gestes barrières et la distanciation. C'est évidemment de respecter l'ensemble des règles qui ont été établies, qui parfois sont difficiles à observer. Je pense notamment à des matchs à huis clos, bien entendu, ou à des restrictions que certains considéraient des restrictions de liberté. C'est extrêmement important que la responsabilité de chacun s'opère et que chacun considère vraiment qu'il est un acteur incontournable de la baisse de cette épidémie et de la lutte contre cette épidémie. C'est pour ça que nous allons mettre en place ce week-end des contrôles de façon très importante. Vous avez tous noté qu'il y a eu pendant le week-end dernier des fêtes qui se sont organisées, des fêtes qui étaient complètement illicites, qui n'étaient évidemment pas autorisées. Nous allons donc mettre des contrôles en place qui vont permettre de vérifier qu'il n'y a pas de ce genre de fêtes qui s'établissent. J'ai demandé à ce que les règles que j'ai établies soient appliquées strictement, qu'il n'y ait pas de dérogation qui soit donnée. J'ai reçu des demandes de dérogation pour utiliser des salles de réception. J'ai reçu des dérogations pour que les matchs ne se passent pas à huis clos. J'ai reçu d'autres types de dérogations. Je souhaite dire que je ne donnerai pas de dérogation parce que je considère que les mesures que j'ai prises sont des mesures qui sont équilibrées et qu'elles doivent être appliquées vraiment et que donc il est important que chacun le fasse. Il en va vraiment, je le redis, mais des 3 semaines qui viennent, si nous appliquons l'ensemble des mesures qui sont préconisées, si nous respectons les règles telles qu'elles ont été établies par l'ARS et si nous respectons les règles telles que moi je les ai établies grâce aux mesures administratives, je suis intimement persuadé que les indicateurs vont progresser dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer. Pour autant, si ça n'est pas le cas, nous serons obligés de prendre des mesures supplémentaires. Vous avez vu le niveau de mesures que nous avons dû prendre. Si nous devons prendre des mesures supplémentaires, ils viseront nécessairement à aller plus loin dans des restrictions et dans des libertés que nous avons l'habitude de mettre en œuvre qui seront forcément limitées. Et donc c'est ça que c'est évidemment ce sur quoi nous ne voulons pas aller, mais il faut savoir que nous sommes tout près d'une étape supplémentaire qui serait d'être ce qui a pu se passer en Guyane quand la Guyane est passée dans un état tout à fait particulier du droit qui est l'état d'urgence sanitaire. Donc il est extrêmement important. Pas nécessairement. L'état d'urgence sanitaire, c'est un état qui nous donne des moyens supplémentaires. On n'est pas encore sur ce sujet, mais le sujet du couvre-feu est un sujet qui est lié à l'état d'urgence sanitaire. Concrètement. Et qui donc pourrait intervenir dans une deuxième phase si les indicateurs ne sont pas bons. Exactement. D'accord. Une deuxième phase qui sera regardée très vite, c'est-à-dire en tout début de semaine prochaine. Voilà. Parce que là, on aura 2 semaines de recul sur les chiffres issus des mesures administratives que nous avons pu prendre. Une réponse graduée. Nous avons une réponse graduée vis-à-vis justement de ces problématiques. Au fur et à mesure, on s'adapte et on adapte l'environnement et la réponse sanitaire comme... Si les chaînes de contamination sont celles du cercle familial et amical et que vous supprimez seulement les événements publics, alors c'est vrai qu'on peut aller en famille et entre amis dans certains événements publics, mais du coup les chaînes de contamination sont jamais cassées. Si, parce qu'en fait, quand on ferme une salle polyvalente qui est louée pour une fête familiale, vous voyez, si vous voulez, on restreint en fait la possibilité de le faire. C'est la même chose dans les bars et dans les restaurants quand on les ferme plus tôt. On empêche concrètement les gens de rester trop longtemps dans un bar et donc de ce fait de créer des conditions dans lesquelles ils ne respectent pas les gestes barrières. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit parce que moi il me semble qu'il est très important de respecter évidemment les arrêtés tels que je les ai pris, mais je pense que chacun peut imaginer qu'il peut aller plus loin. C'est-à-dire que les pique-niques sur les plages et sur les cours au bord des rivières et au bord des plans d'eau, ce sont des lieux dont on sait que si on ne fait pas attention, si on est trop nombreux, ça peut être des chaînes de contamination potentielles. Donc je pense qu'il faut que chacun imagine et se demande et se pose la question, avant de participer, avant d'organiser des pique-niques, de savoir si c'est pas, dans la période que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut se restreindre, sur laquelle il faut se restreindre volontairement. De la même manière, je pense qu'il faut faire attention maintenant et se poser des questions quand on va visiter des personnes que l'on sait fragiles. Il y a un certain nombre de réflexes qu'il faut vraiment trouver et il en va de la responsabilité de chacun.
C'est vraiment un appel à la responsabilité individuelle et collective sur ces sujets. On a aujourd'hui, vous en avez tous la preuve puisque vous portez tous un masque parce que c'était obligatoire peut-être, mais je pense que le port du masque par exemple est en train de rentrer petit à petit dans cette responsabilité, dans cette responsabilisation. C'est que les gens petit à petit portent le masque. Je ne dis pas qu'il est porté correctement partout. Il y a vraisemblablement encore du travail, d'ailleurs sinon j'aurais pas eu besoin de prendre un arrêté qui le rendait obligatoire. Mais je pense qu'il y a une responsabilisation qui augmente et j'espère que tout le monde a bien conscience qu'on est là vraiment juste avant une bascule très importante en matière de capacité de vie sociale pour demain. Et puis il y a un autre point que je voulais aborder qui sont les liaisons aériennes interrégionales. Aujourd'hui, la situation de la Guadeloupe et de la Martinique est différente puisque vous savez qu'en Martinique les indicateurs sont moins défavorables qu'en Guadeloupe. Il y a vraisemblablement, et on est en train de travailler avec la Martinique, il va y avoir certainement des mesures de restriction de transport potentielles entre nos îles, entre la Guadeloupe et la Martinique. On est en train de travailler sur le sujet, mais il faut que vous sachiez, c'est nécessaire, on est obligé d'y travailler. De la même manière, entre Saint-Martin et la Guadeloupe, il va y avoir assez vite des restrictions en matière de transport. Parce que de la même manière, la situation à Saint-Martin n'est pas la même que la situation en Guadeloupe. Et qui plus est, la situation de Saint-Martin est rendue plus complexe du fait de Sint-Maarten et de la partie hollandaise dans laquelle la gestion de l'épidémie n'est pas la même que dans la gestion française. Et donc de ce fait, nous allons être obligés d'introduire des restrictions de transport. Est-ce que les restrictions de transport valent également pour le maritime? Je pense notamment à l'Express des îles qui fait la liaison vers la Martinique. Oui, il y aura les mêmes types de restrictions. Sachant qu'en ce moment, sur les liaisons maritimes, le volume de passagers est assez faible, puisqu'on est sur une saison faible. C'est aussi sur une saison basse. C'est aussi la chance que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une saison touristique creuse, nous sommes dans une saison de transport qui est limitée. Il faut qu'on profite de ce moment où on a peu d'échanges pour justement faire baisser les indicateurs. L'état d'urgence sanitaire en Guyane a été terminé. Est-ce que ça a des impacts sur les échanges aériens entre les territoires et puis peut-être les contrôles à l'arrivée aussi? Oui, il y en a eu. Alors, il y aura probablement des évolutions. En fait, on est en train de réfléchir sur l'ensemble des liaisons interrégionales, donc avec la Martinique et avec la Guyane, puisque justement, il faut qu'on prenne appui sur l'évolution même de la situation sanitaire en Guyane, qui a progressé favorablement. Et donc il y aura des évolutions nécessairement. Mais il y a peu de chances qu'on supprime l'obligation de test. Monsieur le préfet, si vous le permettez, je voudrais insister aussi sur l'aspect de la prévention, puisque nous avons quand même engagé des grandes campagnes de prévention. Et je vous invite tous à adopter, vous savez, la Covid-attitude, de façon à faire respecter, à respecter soi-même, donc tous les gestes barrières et la distanciation. Aujourd'hui, il faut vraiment que le virus cesse de circuler. Et je vois que vous portez. Est-ce que vous avez des questions avant de répondre aux interviews? C'est bon. Une question un peu plus spécifique. Par rapport aux autopsies, est-ce que vous avez établi un protocole pour le port du masque? Pour les autopsies? Les autopsies. Ah, ça. Pour les autopsies? Oui. Mais quand on pratique l'autopsie? Voilà. C'est ce qu'on Ou au contraire de température? De toute façon, il faut, pour pratiquer une autopsie, il faut porter un masque. Hein. Oui. Peu importe les conditions de température. Donc le protocole reste le même? Ah oui? Merci. Quel a été j'ai vu que Josette Boré-Vincertin, avant même la tenue de la réunion, a sorti un communiqué dans lequel elle demandait, qu'elle était favorable justement à la mise en place d'un couvre-feu nocturne. Est-ce que d'autres élus ont eu cette même demande ou elle était simplement la seule à la proposer? Non, et je l'avais déjà dit vendredi, je crois, il y a quelques élus qui sont favorables à un couvre-feu généralisé du territoire de la Guadeloupe. Pour autant, cette mesure, elle n'est pas possible dans l'état actuel du droit, pour la Guadeloupe. C'est-à-dire que c'est notamment le sujet de passer dans un autre statut juridique, qui est celui de l'état d'urgence sanitaire.
Pour autant, il n'y a pas eu non plus un consensus, il n'y a pas une majorité qui s'est dégagée pour le couvre-feu. En fait, on a eu beaucoup d'échanges. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce si on doit basculer dans une mesure qui va avoir des conséquences économiques et sociales plus importantes. Vous parliez tout à l'heure de réponse graduée par rapport à l'évolution des chiffres. Ça veut dire que si d'ici lundi, on se rend compte qu'il y a une explosion des cas, vous passez directement à des mesures drastiques. Si c'est pas le cas, on reste comme ça, ou alors on restreint les horaires de plage, des trucs comme ça? Oui, c'est ça. On restreint les horaires de plage, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, on empêchera. Ce qui est très clair, c'est que il faut faire. Et moi, c'est vraiment s'il y a un seul message que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que chacun applique les règles telles qu'on les a établies pour éviter d'avoir en prendre d'autres qui seront encore avec un niveau de contrainte supplémentaire. Et on sera obligé on les prendra si on est obligé de le prendre. C'est-à-dire que si les chiffres de positivité augmentent, si la pression sur le CHU continue à augmenter, on prendra ces mesures. Et je pense qu'aujourd'hui, on est juste vraiment sur... on est aujourd'hui à la date à laquelle on peut casser justement cette dynamique si on respecte l'ensemble des règles et si chacun est vraiment responsabilisé. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce à quoi j'appelle aujourd'hui les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, c'est vraiment de respecter vraiment ces mesures pour que nous puissions casser sans aller au-delà en termes de mesures. C'est bon pour vous? On va se mettre par là. La radio, c'est bon. Attendez, ceux qui veulent la radio, on va se mettre ensemble.